Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui est au programme du bac 2021. Bien évidemment, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo, même si vous ne passez pas le bac cette année. Vous en apprendrez un peu plus sur Marguerite Yourcenar, qui est quand même la première femme à entrer à l'Académie française. Et ce n'est pas rien, car depuis 1980, il n'y a que 8 autres femmes qui ont intégré l'Académie française, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Comme dans la dernière vidéo spéciale bac, on commencera par faire la biographie de Marguerite Yourcenar avant de faire le résumé de l'œuvre. On vous proposera quelques clés pour comprendre le texte et le style de Marguerite Yourcenar, et enfin quelques analyses en lien avec le programme Soi-même comme un autre. Marguerite Yourcenar est le nom de plume de Marguerite de Créancourt. C'est une autrice française née en 1903 et décédée en 1987. Sa vie s'étale sur la quasi-totalité du XXe siècle. Elle en a vécu tous les grands moments, de la Première Guerre mondiale à mai 68. Elle revendique d'ailleurs le fait qu'un écrivain est toujours pris dans les rouages de la société où il vit. Pourtant, c'est vers le passé lointain qu'elle se tourne et c'est là qu'elle va puiser l'inspiration pour ses œuvres. On lui a d'ailleurs parfois reproché son désengagement, le fait qu'elle préfère écrire sur l'Antiquité et sur la Renaissance alors qu'elle pourrait utiliser sa voix pour dénoncer les travers de son temps. En effet, le XXe siècle est le grand siècle de la littérature engagée, une littérature qui défend des causes éthiques, politiques ou sociales. Les écrivains et écrivaines s'engagent et dénoncent des situations contemporaines. Marguerite Yourcenar préfère regarder le monde de loin. En 1939, elle quitte la France pour les États-Unis. En 1950, elle s'installe sur une île, l'île des Monts Déserts, où elle vit isolée avec sa compagne Grace Freak. Là-bas, elle continue d'écrire. Comme nous l'avons vu, elle puise l'inspiration de ses romans dans l'histoire. C'est une autrice férue d'histoire, de littérature, de philosophie, de lettres latines et grecques, tout comme l'était son père. En effet, elle est issue d'une famille bourgeoise et a été élevée par son père, un homme cultivé qui a beaucoup voyagé. D'ailleurs, Marguerite Yourcenar a souvent voyagé avec son père, de l'Angleterre à la Suisse, en passant par l'Italie, où elle a découvert la Villa Adriana, villa construite par l'empereur Adrien au IIe siècle. On retrouve l'influence de cette vie voyageuse dans bon nombre de ses ouvrages, comme par exemple dans les Mémoires d'Adrien ou encore dans les Nouvelles orientales. L'œuvre de Marguerite Yourcenar touche à tous les genres littéraires. La fiction, historique ou non, l'autobiographie, l'enquête généalogique, la poésie, le théâtre, l'essai, la critique littéraire. Elle traduit également Henry James et Virginia Woolf. Son œuvre connaît d'ailleurs un tel succès qu'elle se fait une place à l'Académie française en 1980. Madame Yourcenar succédera à Roger Caillois. Et ce n'est pas rien car elle est la première femme à rentrer à l'Académie française et son entrée est le sujet de débats houleux et de remarques misogynes. Moi j'appartenais à l'opposition. Ah oui, pourquoi? Anti-féministe? Non, parce que j'avais l'idée que l'Académie pendant 300 ans, n'est-ce pas, avait vécu sans femme et qu'elle pouvait encore vivre 300 ans. Ça c'est très mal alors. Dans le monde des lettres, c'est un véritable renversement et on constate de féroces résistances à l'idée d'élire une ou plusieurs femmes. On se cache derrière l'idée d'une tradition qui voudrait que seuls les hommes puissent être académiciens. Bon, mais quand même, on va pas se mettre 45 femmes et 22 hommes, ça serait ridicule. Ce n'est qu'une illustration supplémentaire de la ténacité de l'entre-soi masculin et du refus de mettre en valeur les parcours d'écrivaines, comme si le prestige de l'écriture était l'apanage des écrivains hommes. Marguerite Yourcenar a fait le projet d'écrire un livre sur Adrien alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Elle voulait écrire un texte sur l'empereur et elle voulait que le narrateur de ce texte soit le favori de l'empereur Antinoüs. Elle rédige alors quelques ébauches qu'elle détruira plus tard. Ce n'est qu'une trentaine d'années après qu'elle reprend ce projet, mais avec une nouvelle perspective. Plutôt qu'Antinoüs, c'est Adrien qui, sentant sa mort approcher, raconte sa propre histoire et sa passion pour Antinoüs dans une lettre adressée à son successeur, Marc Aurèle. La genèse de ce texte est extrêmement longue et compliquée. Le projet est abandonné, entièrement modifié, puis repris à plusieurs occasions. Lorsqu'on l'interroge sur l'histoire de cet ouvrage, Marguerite Yourcenar répond « J'étais trop jeune, il est des livres que l'on ne doit pas oser avant d'avoir passé 40 ans. » En 1948, alors qu'elle est installée aux USA, elle reçoit une malle de vieux papiers et de lettres qu'elle avait laissées en France. Elle les lit et y retrouve une liasse de feuilles commençant par la suscription « Mon cher Marc ». Après s'être demandé qui pouvait bien être ce Marc à qui elle avait adressé une lettre, elle se souvient qu'elle avait commencé à imaginer la lettre qu'Adrien aurait pu adresser au futur empereur Marc Aurèle, son successeur. C'est à cette occasion qu'elle reprend son projet.
Le roman prend alors la forme d'une longue lettre adressée par Adrien à Marc Aurèle. Une méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. Il y retrace les principaux événements de sa vie et de son règne. Cette lettre est divisée en 6 chapitres qui portent chacun un titre en latin. La première partie, Animula Oagula Blandula, Amelette Vaguelette Calinette, est assez courte. C'est le moment où les lecteurs et les lectrices découvrent le dispositif de la narration ainsi que le personnage principal qui est aussi le narrateur. On découvre un Adrien vieilli et fatigué qui parle de son état de santé et de son corps défaillant. Ce dernier repense à sa vie et aux portions, pour reprendre ces termes, qui la composent. Il engage également une méditation sur les vices et les vertus des hommes politiques, prônant un mode de vie d'ascète plutôt que l'outrance romaine. Plus généralement, il présente ses principes philosophiques personnels. Les 4 parties suivantes font se dérouler chronologiquement les différents moments de la vie d'Adrien. Varius multiplex multiformis, varié, complexe, changeant, relate la jeunesse espagnole du futur empereur, son expérience de juge à Rome, sa participation aux guerres daciques, les campagnes militaires menées par l'empereur Trajan en Dace en 101 et 105, mais aussi la période pendant laquelle il a gouverné la Syrie et sa participation dans la guerre contre les Parthes. Ce chapitre se referme sur la mort de Trajan qui, juste avant de mourir, décide d'adopter Adrien afin d'en faire son successeur. Ce choix tardif laisse planer le doute. On ne sait pas vraiment si Trajan a véritablement choisi Adrien pour lui succéder. Le 3e chapitre, Tellus Stabilita, la terre retrouve son équilibre, décrit le début du règne d'Adrien, marqué par son désir de pacifier l'Empire et de rompre avec l'héritage guerrier laissé par son prédécesseur Trajan. Adrien pacifie les relations avec les Parthes, les Égyptiens et les Sarmates. Il améliore la condition de vie des esclaves, voyage beaucoup et fonde plusieurs villes. Saeculum Aureum, siècle d'or, raconte l'histoire amoureuse d'Adrien avec le beau jeune homme Antinous. C'est la période qu'Adrien décrit comme la meilleure de sa vie, mais le chapitre se referme sur le suicide par noyade du jeune homme. En souvenir de cet homme tant aimé, Adrien fonde une cité, Antinoé, et un culte qui assimile Antinous à une divinité. Dans Disciplina Augusta, discipline auguste, Adrien poursuit ses voyages et compile toutes les lois proposées par les magistrats romains dans l'édit perpétuel afin de fixer le code juridique romain. Parallèlement, il essuie ses premiers revers et fait plusieurs entorses à sa politique pacificatrice en réprimant la révolte juive. Cette répression entraîne de nombreuses morts et se conclut par la destruction de la ville de Jérusalem. Adrien est très affecté par cet épisode et commence à se poser la question de sa succession. Et effectivement, dans Patientia, patience ou endurance, Adrien y réfléchit d'autant plus qu'il envisage de se suicider. Son entourage parvient à l'en dissuader, mais Adrien souffre de plus en plus et se sent mourir. Il s'attelle à terminer son devoir public, mettre les affaires publiques en ordre en adoptant le fidèle Antonin et lui demandant d'adopter à son tour Marc Aurèle. Une fois la décision prise, il se résigne à endurer sa souffrance et patienter. J'ai fait ce que l'on me demande, j'ai attendu. Le livre se termine sur ses derniers écrits, entrecoupés de points de suspension qui sonnent comme des dernières paroles. Tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts. Il y a une première question que l'on peut se poser. Doit-on parler d'un roman historique ou plutôt d'une fiction ? Si Marguerite Yourcenar décide d'écrire sur la vie d'Adrien, c'est suite à sa visite de la Villa Adriana lors d'un voyage à Rome. En découvrant ce lieu, elle s'intéresse au personnage et cherche à en apprendre plus à son sujet. C'est le souvenir de cette visite, de ce moment agréable qui est l'un des premiers motifs qui engendre l'écriture. Dans les notes de rédaction des mémoires d'Adrien, elle écrit « Matin à la Villa Adriana, innombrables soirs passés dans les petits cafés qui bordent l'Olympéon, va-et-vient incessant sur les mers grecques, route d'Asie mineure. Pour que je puisse utiliser ces souvenirs qui sont les miens, il a fallu qu'ils devinssent aussi éloignés de moi que le IIe siècle. » On voit que c'est d'abord le charme du lieu et le plaisir lié à cette expérience qui enthousiasme l'autrice. Ses motivations premières sont donc liées à une expérience sensible et personnelle avant d'être érudite. Et pourtant, elle a une approche très érudite de la vie de l'empereur Adrien. D'ailleurs, à la fin du roman, elle propose une bibliographie de 136 œuvres historiques 136 sur la vie et l'époque d'Adrien. C'est une preuve qu'elle s'est beaucoup renseignée sur le sujet et qu'elle a fait des recherches conséquentes. Tout le texte nous montre la prégnance de ses recherches historiques. On peut prendre l'exemple de ce passage. Mésomédès de Crète, mon musicien favori, accompagna sur l'orgue hydraulique la récitation de son poème La Sphinge, œuvre inquiétante, sinueuse, fuyante comme le sable au vent. En lisant cet extrait,
On imagine l'importance des recherches historiques effectuées par Marguerite Yourcenar. Il y faut des connaissances historiques approfondies sur l'époque. Elle mentionne notamment un instrument populaire au IIe siècle, l'orgue hydraulique. Il lui faut également de grandes connaissances littéraires. Par exemple, elle connaît l'œuvre du poète Mésomède de Crète. Mais cela lui demande également une connaissance très fine de la biographie d'Adrien, au point de connaître ses goûts en matière de musique et d'auteur, par exemple. En ce sens, on a pu désigner les Mémoires d'Adrien comme un roman historique et le travail de Marguerite Yourcenar comme un travail d'historienne. Pourtant, l'autrice refuse cette catégorisation. Yourcenar revendique que malgré son travail de documentation, il reste de nombreuses lacunes dans notre connaissance de la vie d'Adrien. Elle explique qu'elle a comblé ces lacunes en inventant. La fiction remplit les interstices laissés vides par l'histoire. Il y a une part d'invention assumée dans les Mémoires d'Adrien. Marguerite Yourcenar explique d'ailleurs que ce roman a un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie. Cette magie, c'est ce qu'elle appelle dans ses notes « magie sympathique », c'est-à-dire une manière de se mettre à la place d'une personne, en l'occurrence Adrien, pour mieux le comprendre. C'est un procédé dont Marguerite Yourcenar est familière. Dans son roman L'œuvre au noir, elle se met à la place du personnage principal, Zénon, et écrit dans ses carnets de notes « Zénon est comme mon frère ». C'est une stratégie romanesque. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre, de faire preuve d'empathie à l'égard de cet autre pour pouvoir lui donner la parole et pour pouvoir imaginer sa vie intérieure. Il y a là une part de subjectivité assumée. La connaissance historique d'une personne et la capacité à faire preuve d'empathie vis-à-vis de cette personne permet d'extrapoler, de réinventer les passages oubliés de sa vie, tout en restant le plus proche possible de la réalité historique. D'ailleurs, le fait que Marguerite Yourcenar parle de magie sympathique n'est pas anodin. Le terme sympathique vient du grec sun, qui signifie avec, et pathos, qui signifie souffrance. La magie sympathique, c'est le procédé qui consiste à souffrir et ressentir des émotions avec ses personnages. Finalement, quand on tient compte de tout cela, on aurait plutôt tendance à parler d'une rêverie historique que d'un roman historique à propos des Mémoires d'Adrien. Le travail de Marguerite Yourcenar se heurte toujours à l'impossibilité de saisir l'expérience d'Adrien, de comprendre qui il était et ce qu'il pensait. Elle ne fait que se mettre dans la peau d'Adrien afin d'imaginer ses réactions, ses goûts, ses dégoûts, mais elle ne prétend pas le connaître parfaitement. Elle fait l'histoire de ce qui est mis de côté par les historiens, l'histoire du dedans, l'histoire de l'intériorité des grands personnages historiques. Peut-on donc parler d'une écriture scientifique ? La précision et l'érudition de l'autrice se ressentent dans son style d'écriture. Il nous montre l'ampleur de son travail de recherche historique. Elle a recours à un vocabulaire spécifique, avec par exemple des noms de lieux, de personnes, de civilisations. Cela montre ses connaissances à la fois historiques, culturelles et littéraires. Par ailleurs, elle écrit dans une langue épurée et évoque avec beaucoup de sobriété les affects, les émotions d'Adrien. C'est une façon pour elle de mimer ce qui était peut-être le style littéraire d'Adrien. En effet, Adrien est un stoïcien, et le stoïcisme est une philosophie qui prône le fait d'agir toujours avec raison et mesure. Il s'agit de proposer une écriture raisonnable, jamais trop ampoulée, de ne pas exagérer les douleurs et les problèmes, et de montrer dans ses écrits que la raison l'emporte toujours sur les émotions. Enfin, on peut noter la tendance de l'écriture de Marguerite Yourcenar à aller du particulier au général. Elle prend l'exemple d'Adrien pour proposer une méditation plus large sur la vie et la condition humaine. Cela se voit notamment dans son usage de tournures qui ressemblent à des maximes, c'est-à-dire des formules qui expriment des idées générales sur la vie. C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Il règne au moins un insensé par siècle. Dans tout combat entre le fanatisme et le sens commun, ce dernier a rarement le dessus. Ce sont là des maximes qui, par l'usage du présent de vérité générale et de tournures assertives et courtes, permettent de dépasser la simple vie d'Adrien pour proposer une réflexion sur la condition humaine. Le programme de première invite à réfléchir à la thématique « Soi-même comme un autre ». Il faut savoir que Soi-même comme un autre est le titre d'un ouvrage du philosophe Paul Ricoeur, publié en 1990. Dans cet ouvrage, Paul Ricoeur montre la dépendance entre soi-même et autrui, et le fait que l'un ne peut exister sans l'autre, que l'on se forge en tant qu'être humain au contact d'autrui et à travers le regard d'autrui. Et précisément, dans les Mémoires d'Adrien, Adrien mène une quête de soi et confie immédiatement le but de son projet. Me définir, me juger, me mieux connaître avant de mourir. La question de l'identité d'Adrien se pose à de multiples reprises. D'abord, le regard qu'il porte sur lui-même, le jeune homme puis l'empereur qu'il a été, est semblable au regard qu'un autre porterait sur lui. Il confie au début de sa lettre que certaines portions de sa vie ressemblent aux salles dégarnies d'un palais trop vaste qu'un propriétaire appauvri renonce à occuper tout entier.
Cette comparaison vise à montrer qu'en vieillissant, Adrien a changé et que certains traits de sa personnalité ont évolué. Il regarde son moi du passé comme si c'était un étranger, une autre personne, ou en tout cas une personne qu'il n'est plus. Mais Adrien est également conscient de la perception que les autres ont de lui-même et du fait que cette perception ne correspond pas nécessairement à ce qu'il pense être. Par exemple, alors qu'il considère être un empereur pacifiste, il craint d'être perçu par les Romains comme un tyran. C'est particulièrement visible lors de son arrivée au pouvoir, alors que son ancien tuteur Attianus tue ses opposants politiques. Adrien, dans le roman, écrit qu'en apprenant cet assassinat, il a eu l'impression que sa vie politique lui échappait déjà et qu'il avait commis un crime que le Sénat et les Romains ne lui pardonneraient jamais, alors même qu'il se présente comme un pacificateur. On comprend ainsi l'importance de la perception d'autrui sur la construction de l'identité d'Adrien. En plus de son identité propre, qui correspond à l'idée qu'il se fait de lui-même, Adrien a une identité sociale, celle créée par la perception de ses contemporains. Enfin, le dispositif narratif mérite également d'être commenté dans le cadre de la thématique « Soi-même comme un autre ». Nous avons vu que Marguerite Yourcenar utilise le concept de magie sympathique pour se projeter dans la vie d'Adrien. Pour autant, ce n'est pas sa voix qu'elle fait entendre à travers celle d'Adrien. Elle revendique plutôt l'effacement et soutient qu'elle ne veut pas que l'on entende sa voix. Elle préfère plutôt laisser la parole à Adrien. On ne peut donc pas dire qu'elle pense l'autre comme soi-même, c'est-à-dire qu'il serait erroné de penser que Marguerite Yourcenar considère Adrien comme un double d'elle-même. D'ailleurs, dans une interview accordée à Bernard Pivot, elle dénonçait la grossièreté de ceux qui disent qu'Adrien, c'est elle. Elle veut tellement s'effacer de cet ouvrage qu'elle se refuse à y insérer une dédicace et qu'elle préfère le faire commencer par les mots d'Adrien lui-même. Donc pour respecter la volonté de l'autrice, on referme cette vidéo sur les paroles d'Adrien. Petite âme errante et caressante, hôte et compagne de mon corps, qui maintenant va partir dans des lieux pâles, rigides et nus, mais qui ne jouera plus comme à ton habitude.